Méran, entrepôt d'alimentation. Méran, la qualité restauration, ouvert à tous sans carte de membre. Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Sophie Ginou et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à la première série de podcasts du magazine Détaillant Alimentaire. Pour cette première série d'épisodes, nous avons décidé de traiter des épiceries qui vivent en ce moment une transition sans équivoque et en mode accéléré par un certain nombre de facteurs que les innovations et, il faut aussi le dire, la pandémie de Covid-19 ont exacerbé. Modernisation et automatisation de la filière, multiplication des produits et des services, essor de l'offre en ligne, nouveaux besoins des consommateurs, autant de notions liées à de nouveaux besoins des consommateurs et à un marché en évolution rapide auquel les épiciers du Québec doivent s'adapter. Aujourd'hui, nous nous intéressons au thème de l'expérience d'achat. Comment se traduit-elle physiquement et virtuellement ? Pour quel modèle d'affaires les épiciers peuvent-ils opter ? Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts aux perspectives différentes puisqu'ils évoluent des deux côtés de l'Atlantique. Je vous présente donc Monsieur Philippe Gottsman, consultant en grande consommation et agroalimentaire en France, ainsi que Monsieur Denis Gendron, consultant pour le secteur alimentaire canadien. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous propose tout de suite de commencer notre discussion avec une toute première question, à savoir comment l'expérience d'achat en ligne devient aussi stimulante que celle offerte en magasin. Alors, oui, d'abord merci de votre invitation. Je suis très heureux de participer à ce balado avec Denis et au Québec. C'est un vrai plaisir pour moi. J'ai eu la chance de visiter vos magasins il y a quelques années et de faire une tournée dans le détail de votre appareil commercial que je trouvais très inspirant pour les commerçants français par ailleurs. On suis sûr qu'on a plein de choses à s'apprendre les uns des autres. Quand on parle d'expérience d'achat en ligne, moi le point qui me semble important, en ligne et d'ailleurs et en magasin, c'est qu'on a un petit peu trop tendance à focaliser sur l'expérience d'achat justement. Et c'est bien sûr important, mais ce qui me semble plus important encore dans cette notion d'expérience, c'est celle de l'usage. C'est-à-dire que ce qui est important pour un consommateur, c'est pas tellement comment il achète le produit, en ligne ou dans un magasin, c'est finalement le plaisir qu'il a à l'utiliser, en alimentaire évidemment à le consommer, mais s'il achetait un vélo, à faire du vélo en famille, etc. Ce que certains chercheurs, et notamment en France Philippe Moati, appellent les effets utiles. Quels effets utiles j'arrive à tirer des produits que j'ai achetés ou que je consomme. C'est ça le point important. Et à partir de là, ce qui va être intéressant d'observer, en physique comme en digital, c'est comment les parcours d'achat, comment l'expérience qu'on a au travers de ces parcours d'achat nous permet d'améliorer cette expérience d'utilisation finalement du produit. Si je prends un exemple extrêmement simple et pourtant très compliqué à mettre en œuvre, prenons la viande. Si j'ai acheté une côte de bœuf, oui, et que le plaisir c'est de faire un barbecue en famille avec des amis, eh bien entre la côte de bœuf que j'ai achetée dans un magasin, dans une barquette sous film, et le moment où je la consomme, il y a toute une série d'étapes qui sont évidemment la qualité de la cuisson, la qualité de la préparation sans doute du barbecue, le vin ou la boisson que je mets avec, l'accompagnement, enfin il y a toute une série d'éléments qui font que de cette côte de bœuf qui est un morceau de viande, je fais un moment qui a beaucoup de valeur. Et le magasin physique a eu un rôle là-dedans, mais si on est sur le digital, il peut aussi avoir un rôle par exemple de la formation, par l'explication, l'amélioration des cours de cuisine, enfin toute une série d'actions que peuvent mettre en œuvre les différents finalement canaux de vente que sont le digital comme le physique. Et moi je dis souvent aux entreprises que j'accompagne de regarder ça. En quoi le canal de vente, que ce soit un magasin ou que ce soit un site marchand, ou alors un site vitrine d'ailleurs, comment ces sites vous permettent d'améliorer la performance du consommateur. En ne perdant jamais de vue une chose, c'est quand on est commerçant, moi je tiens beaucoup à ça, on est là, en fait on n'est pas là pour vendre des produits, on est là pour faire réussir le client. Et si on met en œuvre des choses qui permettent de faire réussir le client, on aura gagné.
Est-ce que vous êtes du même avis, Monsieur Gendron? Pour ma part, ce que je vous mentionnerais, c'est que je suis en accord avec Philippe qu'il y a les moyens existent ou sont en développement continu pour ce qui est du commerce en ligne et de l'information via les médias digitaux. Ce qui est particulier aussi et qu'il faut retenir, c'est si on regarde, et je vais utiliser la situation de la COVID parce qu'elle a une influence énorme sur les habitudes de consommation des gens. Beaucoup de changements sont survenus dus à ça. Premièrement, pré-COVID ou à l'avant-COVID, le commerce en ligne, les achats en ligne en général est en forte croissance, mais pas nécessairement en aussi grande croissance pour le secteur alimentaire. Les gens étaient encore plus conservateurs, leur expérience de magasinage au point de vente. Il y avait une évolution intéressante, mais c'était pas une croissance qui s'est vraiment accélérée avec la COVID pour toutes sortes de raisons de sécurité, les gens inquiets et tout ça, puis ont découvert et ont appris à apprécier. Évidemment, beaucoup de détaillants ont développé dans la foulée de ces choses-là, avaient déjà commencé à développer des sites de commerce en ligne, de commandes en ligne, et ont évolué rapidement et ont dû s'ajuster. Même certains des sites ont eu des problèmes de capacité à certains moments au début et se sont ajustés. Et ça a fait que les gens ont pris confiance, parce qu'il y a toute une relation de confiance aussi. Quand Philippe parlait de la côte de bœuf, chaque individu a ses critères de sélection, d'appréciation de la pièce, et il recherche quelque chose de précis que lorsqu'il est face à un comptoir, lorsqu'il y a le service qui lui est offert, est en mesure de confirmer si ça lui plaît ou pas, versus faire confiance à quelqu'un via une commande passée en ligne et va recevoir une pièce de viande qui, il espère, va répondre à ces mêmes critères-là. Fait que ça, c'est un peu les défis de tous les jours que le commerce en ligne amène, mais la confiance des gens a cru. Mais quand on regarde ça, c'est pas le commerce en ligne n'est pas nécessairement est offert par les grandes chaînes, est offert par un grand nombre de gens, mais pour les plus petits détaillants, c'est pas nécessairement quelque chose qui est accessible. Alors pour eux, l'expérience magasinage devient Philippe a parlé de faire réussir le client. J'abonde dans le même sens, mais pour le faire réussir, il faut que le service au point de vente, quand le client va se présenter, soit optimal, que l'offre de produits soit la plus appropriée. Pourquoi? Pour justement gagner la confiance de ce consommateur, s'assurer qu'il va revenir et qu'il va apprécier son expérience de magasinage, parce que c'est avec ça que ces plus petits détaillants-là vont réussir à garder leur place dans le marché. Vous avez évoqué tous les deux, messieurs, justement donc l'amélioration de ces expériences d'achat en ligne. Ça vient aussi par, en fait, on va le dire maintenant, quasiment l'automatisation du recours à l'intelligence artificielle. Quelle est votre perception, justement, et du rôle et de l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'épicerie en ligne? Alors, d'abord, quand on parle d'intelligence artificielle, je dirais qu'on en parle beaucoup et la réalité est quand même beaucoup plus basique. Hein. On est sur des algorithmes de recommandations qui se fondent, qui ne sont pas si intelligents que ça, qui se fondent notamment sur l'historique d'achat, sur l'historique de circulation sur Internet et qui permet d'orienter les choses. Denis parlait pas mal des commandes en ligne. Je ne sais pas à quel niveau vous en êtes du développement au Québec, mais en France, par exemple, on a aujourd'hui à peu près 10%, 10 à 11% du chiffre d'affaires alimentaire qui est fait sur Internet. On a un des taux les plus élevés, en tout cas en Europe, pour une raison simple, c'est la performance des drives, qu'on appelle drive en bon français évidemment, des sites drive, qui ont été inventés en fait en France dans la distribution alimentaire il y a 20 ans maintenant et qui se sont fortement développés et qui nous ont appris beaucoup de choses autour de ça. Ce qui est très intéressant en comparant les deux, hein, le drive et le commerce physique,
D'abord, c'est une grande différence et pardon, je vais prendre un anglicisme qu'on utilise en France, c'est la grande différence du merchandising. C'est que quand vous êtes dans un magasin physique, l'organisation de l'espace du magasin et notamment des gondoles, des rayonnages, on met une taille d'exposition des marques et des produits qui dépend évidemment du volume. Donc quand vous avez des très grandes marques de soda par exemple, ça prend 1 mètre de large et donc on les voit beaucoup. Donc ça influence évidemment les ventes. Quand on est sur un site internet, tous les produits sont ramenés à leur même proportion. On n'a pas besoin de surexposer. Et donc on a de fait une agilité marketing qui est très différente parce que en tant que commerçant, on n'a pas le poids des marques dans la consommation ne s'impose plus à nous. Et donc on a une capacité justement à développer des outils marketing très différents sur Internet. Et c'est là où l'intelligence artificielle ou ce qui en ressort va être intéressant parce qu'on va pouvoir personnaliser considérablement la présentation de l'offre. Par exemple, si je rentre sur un site Internet alimentaire, je ne vais peut-être pas, moi, avoir la même organisation des rayons que Denis ou que vous, Sophie. Imaginons, théoriquement, que moi, je sois un fanatique des produits bio, des produits naturels. Eh bien, on va peut-être me les mettre complètement en avant et organiser le magasin virtuel en fonction de moi et en mettant d'autres produits de côté. Donc, ça va être extrêmement efficace. Alors que sur un magasin physique, forcément, on est contraint par la dimension physique des choses. Donc l'intelligence artificielle, elle permet ça, elle permet la personnalisation, elle permet d'activer beaucoup mieux les commandes et elle permet de lier les choses. Vous achetez, je vais prendre les exemples de chez vous, vous voulez acheter du mix pour faire des pancakes, et automatiquement l'ordinateur, l'intelligence va vous proposer du sirop d'érable. Alors que dans un magasin physique, vous allez devoir faire 3 mètres ou 10 mètres entre les gondoles pour aller trouver les 2 produits, vous devrez le faire vous-même. Donc en ce sens-là, c'est un élément qui va faciliter les courses, qui va permettre sans doute d'améliorer, ou plutôt de minimiser le risque d'oubli. Combien de fois on rentre chez soi et mince, j'ai oublié un produit. L'intelligence artificielle sur des sites internet va permettre d'améliorer tous ces éléments-là et sera donc un améliorateur de chiffre d'affaires parce qu'on va moins oublier de produits et moins oublier de chiffre d'affaires. Ça me paraît très important. Effectivement, est-ce que M. Gendron a quelque chose à ajouter sur le sujet? Ouais, j'abonde dans le sens où Philippe a mentionné. Il y a des éléments aussi que l'intelligence artificielle et les drives, les moteurs sont en développement, sont en raffinement. Déjà, on peut voir que les gens qui ont commencé à utiliser les services en ligne, il y a déjà une historique qui se crée de leurs achats. Après quelques semaines, l'appareil va vous suggérer une pré-liste à confirmer si vous reprenez de ces produits-là parce qu'ils semblent être courants. Ça fait référence aux marques aussi. Donc, les gens ont des préférences de marque. S'ils consomment un détergent quelconque pour la lessive, et qui ont eu l'habitude de faire des achats d'une certaine marque, ça va proposer ce produit-là en premier versus d'autres. L'autre chose, c'est quand il y a des offres de rabais sur ces produits-là spécifiquement, ils sont suggérés aux consommateurs. Et il y a la possibilité, et ça, quand on parle Philippe a parlé de merchandising, il y a aussi les effets que le détaillant peut aussi essayer d'influencer ou d'ajouter des suggestions. À savoir, ça peut être, oui, des produits complémentaires. On vient de faire référence au sirop d'érable, mais ça peut être un produit concurrent à meilleur prix ou des marques maison, des marques contrôlées du détaillant qui va aussi suggérer parce que le produit est d'aussi bonne qualité. Donc, tous ces éléments-là, actuellement, sont en évolution pour stimuler des achats additionnels de la part des consommateurs ou les informer des offres additionnelles. Fait on peut voir que ça évolue rapidement et qu'il y a des choses qui vont s'ajouter à tout ça. Stimuler les ventes, mais aussi engager et fidéliser la clientèle sur ce moteur, n'est-ce pas, M. Gendron? Exactement.
On le voit avec les cartes. Je ne sais pas en Europe comment cela se passe exactement, mais il y a des cartes justement où il y a des applications où on est invité donc à s'inscrire pour recevoir des points, pour recevoir justement peut-être des spéciaux particuliers, pour engager en fait les consommateurs. Oui, il y a, et je vais rebondir sur ce qu'a dit Denis à l'instant. Sur la personnalisation, en fait, il y a également un point qui, je crois, est très important et va être de plus en plus important. De ce que j'observe, je crois que c'est un mouvement très général. Et en France, il est extrêmement fort. Le besoin de transparence, le besoin d'information. On est dans une époque de crise de confiance et les gens veulent de plus en plus d'informations sur les produits alimentaires. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas tous la même. Si je suis, moi, par exemple, très engagé sur les sujets de bien-être animal ou peut-être même vegan, je vais être très soucieux de ces sujets-là et je veux être informé là-dessus, mais peut-être que d'autres sujets sur les pesticides me laissent indifférent. Peut-être que d'autres, et on en reparlera, vont être très intéressés par la dimension emploi, par la dimension locale, etc., etc. Sauf que sur un packaging produit, sur un emballage produit ou sur un rayon, on ne peut pas mettre toute l'information. En revanche, sur Internet, on peut accéder à toute l'information. On peut même imaginer des choses formidables, c'est-à-dire que sur une page de commande en ligne, sur une page d'un site marchand, on peut très bien pointer sa souris sur le produit et ça déclenche un film qui permet de voir le fonctionnement d'une usine, qui permet de voir les vaches à la ferme, etc., etc. Et donc on arrive à enrichir l'information et à faire quelque chose qui est pour moi très important, c'est de dépasser la seule vente du produit, mais de vendre également l'histoire qui va avec le produit. Et donc là, on améliore l'expérience, évidemment l'expérience d'achat du consommateur, on l'augmente en fait, c'est une expérience augmentée, et les deux canaux, physiques et digitaux, deviennent complémentaires. D'accord. Alors, maintenant qu'on a fait un petit survol, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, cela va de soi. Petit survol donc de l'expérience virtuelle et de sa progression dans le domaine de l'expérience d'achat. Intéressons-nous à l'avenir des espaces physiques. Vaste question. Ma foi. Alors, quelle est votre perception, messieurs, de l'avenir des espaces physiques de ces épiceries et commerces de détail? Évidemment, il va se passer des changements autant sur le plan physique, parce qu'on a déjà parlé justement, on vient de glisser l'impact des ventes en ligne et du commerce en ligne. Évidemment, ça va influencer l'utilisation de l'espace en magasin. Mais déjà, on peut voir, puis dans les différents pays, dans les différents marchés, il y a déjà des changements qui se produisent parce que on parlait tantôt de fidéliser le client quelque peu, mais le fidéliser peut aussi passer par l'espace en magasin, par la visite en magasin, par l'expérience en magasin. Et ça, c'est aussi vrai pour les grands détaillants que les plus petits détaillants. Eux, encore plus. Pourquoi? Parce qu'il faut que, puis je le mentionnais un peu plus tôt, il faut que l'expérience, que chaque pas que le client va faire dans l'environnement, il trouve quelque chose d'intéressant, de stimulant. Et certains détaillants ont déjà commencé à remodeler leur magasin pour, oui, réajuster des espaces, mais surtout créer de l'animation par le décor, par la visibilité, par la présentation des produits, pour rafraîchir l'expérience du client et en même temps, regarder à qu'est-ce qui peut être fait en point de vente on parlait d'augmenter les ventes, stimuler les ventes. Philippe a souligné le merchandising. Cette expérience-là pour combiner les produits, faciliter l'expérience et certains clients, où il y aura toujours les clients qui veulent être entrés, sortis du magasin, mais pour eux, comment leur rendre ça pratique, fonctionnel et que ça réponde à leurs besoins, mais en même temps, trouver le moyen de leur faire dépenser un peu plus, puis quand je dis dépenser un peu plus, c'est surtout leur offrir des solutions à des besoins qu'ils ont ou qu'ils auraient oubliés, ou leur donner des idées
par l'espace physique en magasin. Par ce biais-là, donc on va peut-être s'adresser à M. Gottsman, qui lui a une autre perspective de son côté. Est-ce qu'on parle de magasins de même dimension, mais avec des options différentes à l'intérieur, ou de magasins plus gros, ou de magasins plus nichés, au contraire, plus petits? Y a-t-il une diversification qui pourrait s'en venir d'un point de vue physique? Alors, il y a déjà et il y aura, oui, des évolutions sur la taille des magasins, c'est évident. Mais je crois qu'il ne faut pas rentrer dans le sujet par la question de la taille. La taille, c'est une conséquence de ce qu'on veut exprimer comme offre, comme promesse, finalement, à des consommateurs. Là, j'ai envie, si vous me permettez, de refaire un petit peu d'histoire, pour comprendre ça sur le temps long. Dans l'histoire, si vous voulez, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, après la Seconde Guerre mondiale, quand le commerce a commencé à s'organiser de façon plus structurée, la grande distribution, le grand commerce, les hypermarchés sont arrivés, en fait, et ont supplanté assez largement tous les petits commerces qui existaient avant, parce qu'ils sont arrivés avec une performance beaucoup plus forte sur ce que je vais appeler une compétence de distribution. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de délivrer une offre beaucoup plus large, beaucoup moins chère, à beaucoup plus de monde. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner partout dans le monde des parts de marché très importantes. Qu'est-ce qui se passe avec le digital depuis 20 ans et sur l'alimentaire en réalité depuis une dizaine d'années? Même si en alimentaire ça reste encore relativement timide, mais il faut s'y préparer. Le digital, les grandes plateformes digitales arrivent à être meilleures que les grands hypermarchés sur la même proposition de valeur. Plus d'offres, à plus de monde, moins cher. Et avec une dimension qu'on vient d'évoquer, c'est qu'on peut y rajouter la personnalisation, l'intelligence artificielle qui permet que chacun d'entre nous, même si l'offre des très grands qu'on connaît est la même, mais on ne la voit pas de la même façon, alors que dans un magasin, on la voit de la même façon. Et donc, moi, je crois que l'avenir des espaces physiques, il doit se concentrer non pas sur ce sur quoi le digital va être meilleur, parce que c'est perdu. Technologiquement, ils seront meilleurs. C'est de se concentrer sur justement les éléments de valeur sur lesquels le commerce physique est naturellement plus fort. Et là, j'en vois plusieurs. Il y en a un premier qui est ce qu'on pourrait appeler le commerce affinitaire. Le plus souvent, les grands magasins, les grandes surfaces, s'adressent à tout le monde. Alors en France, c'est particulièrement vrai. On utilise ce terme en France pour les hypermarchés. On appelait ça « tout sous le même toit ». Donc on met tous les produits sous le même toit. Mais je le traduis également par une autre dimension qui était tous sous le même toit. C'est-à-dire tout le monde sous le même toit. Le commerce affinitaire, c'est quoi? C'est faire des magasins qui sont de plus en plus typés par rapport à une cible de clientèle précise. Des gens qui, en fait, vont fréquenter un magasin dans lequel ils ne s'ennuient jamais, alors que si je vais dans un grand hypermarché où il y a des tas de produits pour moi, mais aussi pour d'autres gens qui ne sont pas moi, il y a des tas d'endroits où je m'ennuie, où j'ai le sentiment de perdre mon temps. Je reprends un exemple. Si le bio ne m'intéresse pas et que j'ai dans un grand hypermarché 4 rayons de bio, c'est 4 rayons qui me sont inutiles, et donc ils me font perdre du temps. Donc faire un commerce plus affinitaire, plus ciblé, c'est un premier élément qui me semble très fort. Le deuxième, qui me semble très important, c'est capitaliser sur ce sur quoi le digital ne sera jamais bon, et de se rappeler ce qu'est le commerce, c'est-à-dire la relation. Vous connaissez probablement cette vieille expression française que plus personne n'utilise en France, peut-être au Québec, je vous le souhaite, que quand quelqu'un est sympathique, agréable, de bonne discussion, on dit qu'il est d'un commerce agréable. Et bien c'est la différence entre le commerce et la distribution. On avait du commerce dans le temps, on a inventé la grande distribution, et c'est curieux, le e-commerce, on l'appelle e-commerce alors qu'on devrait l'appeler e-distribution. Et donc le commerce, et particulièrement le petit, il doit devenir du commerce, c'est-à-dire focaliser à fond sur la relation client. Ce qu'a dit Denis, c'est que je n'ai pas besoin d'un algorithme si je connais mes clients. Et je crois que c'est ça la planche de salut du commerce de détail. D'accord, très intéressant ce point de vue. Est-ce que M. Gendron, vous désirez ajouter quelque chose dans la foulée?
Surtout, et je vais me concentrer un peu sur la situation du Québec, un peu plus actuellement. Les phénomènes que Philippe a mentionnés s'appliquent tout autant au Québec que partout dans les différents marchés. Je crois que ce qu'il faut ajouter, c'est les dimensions, puis il a parlé d'amener le magasin ou l'espace de vente adapté au client le plus possible. Le défi des détaillants actuellement, c'est aussi de s'adapter à tous les changements qui viennent influencer et qui vont impacter l'offre de produits qu'ils vont présenter. On a parlé de COVID dans une certaine mesure. Ça a son influence, mais c'est de loin pas le plus grand des facteurs. Je pense entre autres le changement démographique. Beaucoup de nouveaux consommateurs de différents groupes ethniques qui ont des besoins, des habitudes de consommation différentes. Les détaillants doivent s'ajuster et revoir leur offre pour adapter. Et quand je dis les détaillants, c'est de tous les acabits, de tous les formats, doivent le faire. Je pense au changement par rapport à tout le grand focus et la tendance produits bio, produits organiques qui connaît une ampleur et une croissance énorme. Là aussi, il faut revoir l'offre de produits. Donc, est-ce que ça change les espaces physiques? Pas nécessairement la dimension totale, mais l'utilisation intérieure pour les différents rayons, les différents produits. Et j'ajouterais à ça un phénomène, parce qu'on a réalisé avec la COVID que de s'approvisionner des marchés extérieurs, d'être dépendant de différentes sources d'approvisionnement quand on ne peut pas avoir accès aux produits ou que dû à des contraintes, il y a eu un focus important qui a été remis sur le local. Et il y a beaucoup d'efforts dans des gouvernements actuellement pour encourager la production locale, le développement des produits locaux. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut que ça se traduise dans l'offre présentée par les détaillants aux consommateurs. Donc, on ne touche pas nécessairement juste l'espace physique, mais le contenu et les offres de produits. Je pense que ça, c'est... Absolument, et puis ça nous conduit en fait directement à la troisième question de cet épisode, à savoir dans quelle mesure les épiciers doivent-ils selon vous revoir leur modèle d'affaires afin de répondre à une consommation multicanale. Alors, je pense qu'on s'est déjà engagé quelque peu à l'intérieur de ce sujet-là avec vous. Je reviendrai quand même un tout petit peu avec vous, Monsieur Gendron. Vous évoquiez justement, c'est moins une question d'espace physique justement que de contenu et d'offres à l'intérieur. Néanmoins, on voit une explosion, en tout cas sur le sol québécois, de petites filières comme IGA Express, à côté justement d'autres bannières. Je pense qu'en Europe, il y a des carrefours bio, si je ne m'abuse. Donc il y a cela aussi dont il faut tenir compte, je pense, dans les modèles d'affaires. Allez-y. Oui, c'est sûr que, premièrement, chacun des commerçants, que ce soit des dépanneurs, des moyennes surfaces, grandes surfaces, font face aux mêmes défis, font tous face aux mêmes défis. Le commerce en ligne existe. Les consommateurs ont une panoplie de choix et d'offres qui leur est présentée. Et chacun tente du mieux qu'il peut de capturer un maximum de ces consommateurs-là puis de leur offrir les services qu'ils recherchent. Ou dans son offre de produits, parce que c'est sûr que un dépanneur ne peut pas compétitionner avec une grande surface pour l'offre de produits, mais il doit comprendre qu'est-ce qu'il peut offrir dans son environnement de façon optimale pour que le consommateur y trouve son compte, il soit satisfait d'y avoir été et qu'il a peut-être même stimulé des achats additionnels de ce consommateur-là. Fait que tout le monde a été un peu pris avec les mêmes défis, c'est les réponses varient selon leur environnement propre à chacun. Quel est votre point de vue, M. Gottsman, justement, sur cette spécialisation ou ce qu'on doit cette revisitation en fait du modèle d'affaires traditionnel? En fait, je vais rejoindre Denis et je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé d'ennui. Le problème des magasins, souvent des grands, c'est pas la taille, c'est l'ennui.
Et c'est vrai sur les petits aussi. Pour moi, le sujet du modèle d'affaires, dans ce contexte-là, ça va être forcément, à un moment donné, c'est le réflexe qu'on a tous, de réduire l'offre. D'éliminer, en général, des produits dont les rotations ne sont plus assez fortes. Parce que des choses se font sur le digital. L'erreur à ne pas faire, c'est d'éliminer a priori les plus faibles rotations. Ce n'est pas toujours là qu'est le problème. Le sujet, c'est de garder en magasin une offre qui donne envie de venir et qui fait que le magasin est différent d'un autre. Et donc, les petites références, les petites rotations peuvent être extrêmement importantes. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut éliminer l'ennui. Si je sais dans mon magasin quelle est la cible client qui est la mienne de façon très précise, je vais peut-être enlever tous les produits, même qui font parfois du volume, mais qui ne sont pas des produits qui vont les faire venir. Parce qu'ils ne me différencient pas de mon concurrent ou d'autres magasins dans la région ou évidemment du digital. Donc là, il y a un sujet de se concentrer vraiment précisément sur la cible client et de toujours enrichir l'offre par rapport à la cible client et évidemment l'augmenter avec ce qu'on a dit tout à l'heure, la qualité de la relation, la qualité du service. Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé mais qui me paraît très important quand on parle également du modèle d'affaires pour les indépendants, alors quand chacun individuellement, mais aussi pour les réseaux d'indépendants, d'ailleurs comme pour les réseaux en général. Alors je connais évidemment moins bien que vous la géographie québécoise, ou du moins ses mouvements. J'observe en revanche en France notamment, et puis dans d'autres pays européens, les mouvements actuels, qui étaient déjà préexistants un peu avant la crise Covid, mais qui s'accélèrent fortement. On est dans des économies où les emplois se sont déjà beaucoup tertiarisés, le monde avait déjà changé, mais la crise Covid a fortement accéléré les choses, et notamment avec le développement, et d'ailleurs on est en train de le faire, le développement des outils digitaux, et donc du télétravail. Or, c'est quoi la consommation? Où elle se passe? Elle se passe toujours, depuis toujours, autour de chez soi, autour du lieu où on travaille, et en général sur le chemin entre les deux. Or, plus le travail va se rapprocher ou revenir en partie à la maison, plus ça va changer la géographie du commerce. Et donc la question du modèle d'affaires, elle ne se pose pas de façon générale. Elle se pose de façon tout à fait différente si votre magasin est situé dans un quartier d'affaires ou si votre magasin se situe dans un quartier résidentiel. C'est juste pas du tout la même chose. Et j'étais encore hier, j'animais une matinée sur le commerce à Paris. C'est très marquant, on est dans la même ville, à Paris, à quelques kilomètres d'écart. Il y a des zones dont les croissances de chiffre d'affaires l'an dernier ont été à 2 chiffres, et d'autres où les quartiers qu'en général vous visitez quand vous venez faire du tourisme à Paris, et qui sont aussi des quartiers d'affaires, l'Opéra, où les chiffres d'affaires étaient en négatif. Donc à quelques kilomètres près, les écarts sont considérables. Et donc la lecture du modèle d'affaires est juste totalement différente. Parce qu'en plus, il faut rajouter les loyers que les magasins doivent payer et qui sont souvent très chers. Donc il faut regarder ça de façon très territorialisée. Ok, donc territorialisé, donc un caractère géographique de votre côté qui prime. Monsieur Gendron, vous voulez rebondir là-dessus? Bien, Philippe a entièrement raison qu'il y a des milieux de marché qui souffrent encore, d'ailleurs, de tous les effets de la COVID. Mais c'est sûr que, bon, et on regarde juste dans le phénomène de l'immobilier, comment les gens sont actuellement dus au télétravail, repensent leur mode de vie, repensent où ils veulent vivre, et ont plus le besoin d'être près de leur bureau, donc ils peuvent même s'éloigner, choisir des endroits. Donc, ça va redéfinir ce que j'appellerais la carte commerciale des régions, où à ce moment-ci, où il y a un an, un détaillant était très performant parce qu'il y avait justement l'affluence due à au positionnement de son entreprise, dû aux changements qui se produisent actuellement. Il devient comme dans un secteur beaucoup moins intéressant et moins achalandé. Ça, c'est évident. Du même coup, quand on parle d'offres de produits, ces consommateurs-là qui consomment moins au restaurant, moins à l'extérieur, n'ont pas des repas à se préparer pour aller au travail. Tout se passe à la maison, juste
pour répondre à ces changements d'habitude-là. Ça change complètement leurs achats et leur consommation en général. Donc, on le voit dans le mode de vie, on le voit dans le mode de consommation. Et effectivement, le commerce en ligne, les gens de la maison, au lieu d'avoir à se déplacer, c'est beaucoup plus facile, profitent de ces aspects-là. Ça fait que ça change les dynamiques, ça change les gagnants, ça crée des différents gagnants et des différents perdants, ce que Philippe a mentionné un peu plus haut, un peu avant. Bien des pistes de réflexion en tout cas qui nous attendent de manière accélérée, comme je le disais en entrée d'émission. Donc on aurait pu parler peut-être d'années, mais peut-être même de mois pour certains de ces changements-là. Alors eh bien écoutez, Monsieur Gendron, Monsieur Gottsman, je vous remercie beaucoup pour vos précieuses observations sur cet épisode consacré à l'expérience d'achat. Et je vous invite, messieurs, dames, à écouter nos prochains épisodes que nous allons enregistrer avec nos deux intervenants sur le thème du local et sur celui du Shop in Shop. Merci beaucoup et bonne journée.